Eh bien, la santé sera au cœur de ce grand magazine du matin sur RTI1. Nous vous retrouvons donc encore pour un beau marathon qui se terminera tout simplement à 8 heures sur la chaîne qui rassemble. Allez, aujourd'hui, on parlera donc santé dans cette émission. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Le début de matinée sera marqué par un temps partiellement nuageux dans les régions de la bande centrale et du nord. Malgré de belles intrusions du soleil, on observera quelques averses de pluie dans les régions du littoral et du sud forestier en cours de matinée. Pour cette matinée, on observera 25 degrés de température à Abingoro, Abidjan et Adiaké. Une série de 23 degrés sera observée à Bondoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali, Daloa, Dimbokro et enfin Gagnoa. 22 degrés sera observé à Guiglo. On notera 23 à Korogo, 22 à Mans, 23 à Odiné, 24 à San Pedro, 25 à Sassandra. Une série de 24 degrés à Soubré, Tabou et Tiasalé, 23 à Touba et enfin 24 à Yamsokro dans la région des lacs. Au cours de cet après-midi, les régions du sud forestier, du littoral et de l'ouest seront instables avec des passages nuageux accompagnés de pluie et d'orages. On observera au nord, en milieu ou en fin de période, des orages isolés et de la pluie. Quelques passages nuageux denses, parfois accompagnés de pluie, intéresseront les villes situées à l'est du pays. Pour cet après-midi, le mercure affichera 33 degrés de température à Abingoro, 31 à Abidjan, Adiaké 32, une série de 34 degrés à Bondoukou, Bouaké et Bouna, 35 à Boundiali, une série de 33 degrés à Daloa, Dimbokro, Gagnoa, 34 degrés à Guiglo. Dans la région du Port, on observera 36 degrés, 33 degrés sera observé sur la ville de Mans, Odiné 36 degrés, San Pedro, Sassandra, on notera 32 degrés, 33 degrés s'affichera à Soubré, on notera 32 à Tabou, 33 à Tiasalé, 34 à Touba et enfin 33 à Yamsokro. Quelques passages nuageux, parfois accompagnés de pluie et d'orages, intéresseront les villes situées sur le sud forestier, le littoral et l'ouest. Soyons donc tous vigilants. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI. Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec la ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipo-Témon. Elle était porteuse d'un message du président centrafricain à son homologue ivoirien, Viviane Aimé. Reçue au palais présidentiel, Madame Sylvie Baipo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, était porteur d'un message du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'envoyé du président centrafricain a déclaré à la presse que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. Ce message était déjà un message de fraternité et de marque de gratitude pour tout le soutien que la République de Côte d'Ivoire a toujours apporté à la République centrafricaine. Vous savez que lors de la première mandature du président de la République de Centrafrique, un de ses premiers séjours était en terre ivoirienne, où il a pu bénéficier d'un accueil très chaleureux et de soutien et des différentes rencontres
pour l'accompagner dans justement la gestion de cette première magistrature suprême qui lui a profondément apporté. Et vous êtes informé également qu'il a été réélu récemment. Dont l'investiture s'est portée le 30 mars dernier. Et dans ce cadre-là, il était important pour lui de raffermir et de consolider l'excellente relation de coopération que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire entretiennent. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu en janvier dernier pour un deuxième mandat à la tête de son pays, a déjà effectué une première visite officielle en Côte d'Ivoire. C'était en novembre 2016. Et juste avant cette rencontre, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi, un conseil qui a vu en prélude la signature de la charte d'éthique du gouvernement par chaque ministre. Dans cette charte, le président de la République, Alassane Ouattara, interdit l'usage des sirènes aux membres du gouvernement. Écoutons le Premier ministre Patrick Achi. Cette charte, donc, édicte un certain nombre de principes, le sens de l'État et l'amour de la patrie, le respect de la dignité et de la vie humaine, la primauté de l'intérêt général, la solidarité et la cohésion, la bonne gouvernance, la responsabilité, l'intégrité et la probité, la justice et l'équité, le dialogue permanent et la disponibilité, la civilité, la courtoisie et la modération. Voilà, Excellent Monsieur le Président de la République, les 10 principes qui fondent cette charte éthique. Les services des impôts ont collecté plus de 639 milliards de francs CFA au premier trimestre 2021 pour un objectif de 634 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 5,1 milliards de francs CFA. Les résultats des recettes fiscales du premier trimestre 2021 ont été dévoilés lors d'un séminaire bilan portant sur les performances enregistrées et les perspectives pour le deuxième trimestre 2021. Reportage. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2021, le montant total des recettes enregistrées par les services des impôts s'établit à 639 milliards 900 millions pour un objectif de 634 milliards 800 millions, dégageant ainsi un écart positif de 5 milliards 200 millions de francs CFA. Un résultat obtenu au prix de plusieurs réformes. Entre autres, grâce à la bonne tenue de l'activité économique, notamment dans le secteur minier, et aux résultats probants du recouvrement des arriérés. Je souhaite à cet effet que ces résultats encourageants soient consolidés tout au long de l'année avec la poursuite de l'élargissement de l'assiette, l'amélioration du recouvrement des arriérés, le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur du cabinet représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a adressé ses encouragements au service des impôts. Monsieur le ministre vous encourage à maintenir ce cap, voire à le doubler au regard des objectifs assignés au titre du deuxième trimestre 2021. En effet, il a attendu de la Direction générale des impôts des recettes à mobiliser des montants de 768,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 128,2 milliards par rapport au trimestre précédent. Les recettes de la Direction générale des impôts connaissent une hausse de 74 milliards 800 millions de francs CFA, soit un taux de croissance de 13,2% par rapport au premier trimestre 2020. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7 h. Merci à Régis Kofi, voilà pour ce point de l'actualité dans Matin Bonheur. Donc il a dit 7 h, il sera encore avec nous. Allez, on revient avec l'actualité et c'est la revue de presse. Direction nos kiosques à journaux, mais avant, Renaud est là. Oui, bonjour Renaud. Bonjour Oswald. Revue de presse donc qui démarre avec la gestion des affaires de la nation. Plus rien ne se fera comme avant. Eh bien, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres d'hier, selon l'expression. Pour marquer ce changement de cap, le gouvernement de Patrick Achi s'est doté d'une charte d'éthique qui se décline en 10 points, baptisée les 10 commandements de l'équipe Achi par le confrère. Cette charte invite les membres du gouvernement à avoir notamment le sens de l'amour de l'État et la patrie. Il les invite aussi à la solidarité et à la cohésion, et ainsi qu'à la bonne gouvernance. Plus de précision dans l'expression.
Gouvernement de Patrick Hachi, le président de la République veut des ministres exemplaires. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote et c'est pour être en phase avec cette recommandation du chef de l'État que le Premier ministre, selon le quotidien, a élaboré la charte d'éthique du gouvernement à laquelle l'ensemble des membres de l'équipe gouvernementale se doit de souscrire. Selon le confrère, le président de la République a indiqué hier lors du Conseil des ministres que ce changement de cap s'impose car le gouvernement est là pour servir le peuple. Ainsi, il se doit de donner le bon exemple. Et le chef de l'État interdit des sirènes au ministre. Oui, c'est l'une des grandes annonces faites hier par le président de la République lors du Conseil des ministres. Désormais, les cortèges des ministres et membres du gouvernement devront se faire sans sirène. Et pour justifier cette décision, le président de la République a indiqué que les bruits incessants des sirènes des cortèges ministériels étaient agaçants et troublaient la quiétude des populations. Il a aussi souligné que les dispositifs sécuritaires des membres du gouvernement seraient réformés dans de plus brefs délais. Et allez, on change de sujet à présent. Le matin révèle les raisons profondes de la création du nouveau comité politique du PDCI. Oui, mais avant, il pose la question de savoir si ce comité politique mis en place a été fait. Est-ce qu'il peut masquer les échecs de Bédié? Et selon le confrère, cette instance a été créée pour étouffer les récentes déconvenues du parti septuagénaire lors de la présidentielle et des législatives du 6 mars dernier. Le matin indique qu'après ces deux échecs, il fallait trouver un coupable. Et en la matière, c'est la tête de Maurice Kakou-Gikaoué qui a été offerte à ceux qui réclamaient des comptes. Cependant, l'on nous dit qu'entre Henri Konan Bédié et Maurice Kakou-Gikaoué, eh bien, rien n'a changé. Eh bien, c'est ce qu'indique à son tour le Nouveau Réveil, et selon le quotidien. Contrairement à ce qui se raconte, les nouveaux organes mis en place par le président du parti n'ont en rien altéré les relations entre son fidèle lieutenant et lui. La preuve, si besoin en était, de cette complicité, à en croire le confrère, que Gikaoué est toujours à la disposition du président Bédié. Les deux personnalités se voient et se parlent tous les jours, et ce qui lui fait dire qu'il n'y a aucun péril au sein de la famille PDCI. Un tout autre sujet, le directeur général de l'ARTCI accusé de malversation. Oui, ces soupçons que le premier responsable de l'ARTCI qualifie d'infondés portent sur la gestion de la nouvelle numérotation téléphonique. Selon Bilé Diemeleou, les chiffres annoncés par ses pourfendeurs ainsi que les documents publiés dans certains médias par ceux-ci sont faux. Il indique pour sa défense que l'ensemble du processus de basculement de la numérotation téléphonique s'est déroulé dans la transparence totale et dans les meilleures conditions techniques et qu'il n'y a aucune accointance avec un quelconque prestataire qui travaille avec sa structure. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance arrive à Abidjan aujourd'hui. Oui, Bruno Le Maire va passer 2 jours en Côte d'Ivoire. Cette visite de l'argentier du gouvernement français vise à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays sur de nombreux projets et aussi à échanger sur l'impact de la Covid-19 sur l'économie ivoirienne. Et on parle sport à présent. L'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan mise sous tutelle. Oui, l'information est tombée hier. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a décidé de placer la section football de l'Africa Sport sous tutelle. Cette situation, selon l'équipe de la présidente Mariam Dao Gabala, est consécutive aux crises incessantes qui secouent le club vert et rouge depuis plusieurs années et qui impactent négativement le championnat de football de l'élite ivoirienne. 118 875, eh bien, c'est avec ce chiffre que l'on referme cette revue de presse. Oui, et ce chiffre correspond au nombre de doses de vaccins contre la Covid-19 administrées aux populations depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du moment le lundi 1er mars dernier. Ce chiffre est en deçà des attentes du gouvernement qui a ouvert 63 centres de vaccination dans le district d'Abidjan pour permettre aux populations de se faire vacciner. Et selon le porte-parole du gouvernement qui a donné cette information hier à l'issue du Conseil des ministres, depuis le début de l'opération, aucun effet secondaire inquiétant n'a été constaté chez les personnes qui ont reçu les doses de vaccin. Merci beaucoup, Renaud. Merci, et puis, excellente journée. Donc, allez, on va poursuivre cette émission. On va prendre une autre direction, celle du Tchad, magnifique pays de l'Afrique centrale, dont le quotidien a été chamboulé le 20 avril dernier à la mort de son président, Idriss Déby Itno. Un départ brutal qui a vu la formation, la mise en place d'un conseil militaire de transition, salué par certains, décrié par d'autres, et toujours face à une rébellion armée. Et d'un autre côté, Boko Haram. Quel avenir pour le Tchad après la mort d'Idriss Déby? Reportage de l'AFP. Quel avenir pour le Sahel après la mort d'Idriss Déby Itno? Le président tchadien est décédé mardi à 68 ans des suites de blessures reçues au combat selon l'armée.
il dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Le maréchal du Tchad. La veille, le maréchal venait d'être réélu pour un 6e mandat. Le président Déby était une figure clé de la lutte contre les groupes extrémistes islamistes au Sahel. La France, ancienne puissance coloniale, était un soutien de poids de l'ancien homme fort du pays. Sa force anti-djihadiste Barkhane, composée de plus de 5000 soldats français, a son quartier général à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le président français Emmanuel Macron ainsi que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ont assisté aux funérailles vendredi. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Le Tchad possède une armée respectée dans la région qui lui confère un rôle central dans la bataille contre les milices extrémistes opérant au Sahel. L'armée a annoncé la mort du président Déby un jour après avoir revendiqué une grande victoire dans le nord du pays contre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Peu de détails ont été communiqués sur les circonstances et le lieu où le président a été mortellement touché. Les alliés de l'ex-chef de l'État ont agi rapidement pour s'assurer que le pouvoir reste entre leurs mains, en installant son fils, Mahamat, 37 ans, comme président et chef d'un conseil militaire de transition. L'armée a par ailleurs dissous dans la foulée l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil, à l'issue des élections libres et démocratiques, dans un délai de 18 mois. Plusieurs voix ont critiqué la prise de pouvoir par les militaires et dénoncé un coup d'État. C'est pas normal. Le président de l'Assemblée est là, donc c'est lui qui doit prendre les choses en main. Mais on confie encore au militaire, donc c'est la suite logique de Idriss Déby, donc je suis contre. Je ne peux que m'inscrire dans la ligne de ceux qui, pour le moins, condamnent la mise sur pied d'un organe militaire. Cela ressemble à un coup d'État. Et ça ne devrait pas être un coup d'État. Et par conséquent, il fallait tout simplement mettre en jeu les mécanismes institutionnels qui existent, à savoir la Constitution du Tchad. La diplomatie américaine a également fait part de ses réserves. Nous soutenons une transition pacifique et démocratique du pouvoir vers un gouvernement dirigé par des civils. Évidemment, les développements de ces derniers jours et de ces dernières heures sont une source de préoccupation, mais nous continuerons à appeler et à soutenir une transition démocratique et pacifique vers un gouvernement dirigé par des civils. L'armée tchadienne a promis des élections libres et démocratiques à l'issue d'une période de transition de 18 mois. Entre-temps, le nouvel homme fort du pays, Mahamat Idriss Déby, a nommé les 15 généraux qui composent le Conseil militaire de transition. Ce dernier s'est engagé à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Le fils du président mort au combat devra composer avec l'héritage contrasté de son père. Une action dans la lutte contre le terrorisme, certes saluée à l'international, mais aussi un exercice du pouvoir sans partage, doublé d'un piètre bilan sur le front social et économique selon l'opposition. Réélu face à 6 candidats sans poids politique, Déby père avait écarté de la course, légalement ou par la violence et l'intimidation, les rares ténors d'une opposition déjà très divisée. Le Tchad, pourtant producteur de pétrole, est parmi les tout derniers au classement de l'indice de développement humain des Nations Unies. Et voilà, notre souhait, c'est que tout se tasse et tout revienne à la normale. Donc, merci à l'AFP pour cette incursion dans cette situation que vit le Tchad depuis peu. Allez, la suite dans cette émission. Donc, nous allons proposer des informations, car aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 29 avril. Et le 29 avril, nous célébrons toutes les personnes qui se prénomment Catherine. C'est un nom féminin, voilà. Et aussi, les prénoms du matin nous amènent dans ce magnifique pays de l'Afrique centrale. Donc, on reste bien sûr dans cette partie de notre continent. Nous sommes en République démocratique du Congo, en RDC. Si vous avez une fille, voilà, vous pouvez tout simplement l'appeler Zaï, qui veut dire sagesse. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler
Kité Mona, qui veut dire celui qui s'instruit de lui-même. Merci bien sûr à la réalisation pour cette belle carte du Congo. Journée internationale de la danse. Aujourd'hui, donc, et sachez que c'est depuis 1982 que le Comité international de la danse a fondé cette journée internationale de la danse qui sera célébrée chaque année le 29 avril, anniversaire de la naissance de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne. Le but donc de cette journée est de célébrer la danse partout dans le monde, de révéler l'universalité de cette forme d'art et de traverser toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques et de regrouper bien les gens avec un langage commun qui n'est autre que la danse. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons la Semaine nationale de la danse qui a commencé depuis le début de cette semaine et on en profite pour saluer tous ces danseurs, tous ces chorégraphes. On a une explosion, bien sûr, de ce pan de l'art et il y a ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui font montre de leur talent magnifique, que ce soit dans la danse urbaine, que ce soit dans cette danse de jeunes, comme on aime bien le dire, aussi dans la danse traditionnelle. Le proverbe du jour, il n'y a pas qu'un jour, demain aussi le soleil va forcément briller. Alors nous allons aux portes de 7 heures vous offrir bien sûr une petite pause et quand on reviendra, on pourra tranquillement avoir les informations et aussi vous proposer 2 échanges. D'abord avec le docteur Yves Blanchard-Envaux, nous allons parler des additifs alimentaires. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que vous devez savoir sur les additifs alimentaires. Et ensuite, nous allons évoquer le vaccin et la COVID-19. Sujet brûlant, sujet d'actualité. Vous aurez tous les éléments de réponse dans cette émission. Bref regard sur l'actualité internationale, à commencer par le Tchad. Le chef du Conseil militaire de transition CMT, Mahamat Idriss Déby, a choisi son successeur à la tête de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, plus connue comme la garde présidentielle. Il a nommé par décret le général Taher Erda Taero, membre du CMT et proche de son père. Toujours en bref, la première ministre d'Irlande du Nord, Arlene Foster, a annoncé hier sa démission, victime d'une fronde dans son parti liée aux conséquences du Brexit sur la province britannique. Introduit dans les années 1970, le silure est aujourd'hui bien implanté dans le bassin de la Dordogne. En France, une étude est en cours pour démontrer l'impact de ce prédateur sur la baisse de la population de poissons migrateurs dans la Dordogne. Réaction. La rivière Dordogne, c'est une des dernières rivières en France où on a encore toutes les espèces de poissons migrateurs. Il y a notamment du saumon, de la losse, de la lamproie, de l'anguille et il y a même de l'esturgeon. Ces espèces, en fait, il y a plusieurs bassins versants en Europe où elles ont disparu parce qu'elles subissent de nombreuses pressions. En fait, ce sont des espèces très sensibles. Elles subissent l'effet de la pêche, de la pollution, de la dégradation de la qualité des habitats et bien entendu des barrages. Depuis quelques années, il y a un nouveau facteur qui est rentré un petit peu dans l'équation, c'est la présence du silure qui peut être amené à consommer ces espèces de poissons-là, notamment aux endroits où elles sont les plus vulnérables, c'est-à-dire au pied des barrages. Ça se mange et il faut reconnaître que les restaurants se sont mis effectivement à essayer de valoriser ce poisson avec différentes recettes. Et donc on s'aperçoit que d'année en année, on a de plus en plus de demandes de restaurateurs locaux pour ce type de poisson. Donc c'est déjà un point positif. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de fans de Britney Spears se sont rassemblés mardi devant un tribunal de Los Angeles où est examiné l'accord judiciaire conclu en 2008 et plaçant la star mondiale de la musique pop sous la tutelle de son père. La chanteuse américaine a rendez-vous le 23 juin prochain au tribunal. Une autre affaire de justice, le sélectionneur du Pays de Galles et ancienne star de Manchester United, Ryan Giggs,
arrive au tribunal de Manchester, puis en repart après une courte audience au cours de laquelle il a nié les accusations de violence sur 2 femmes qui le visent. Âgé de 47 ans, Giggs est accusé d'avoir été violent à l'encontre de son ex-petite amie qui l'aurait rabaissé, humilié, maltraité et même isolé contre son gré durant 3 ans entre décembre 2017 et novembre 2020. Le 1er novembre 2020, il l'aurait également frappé et agressé Emma Grewil, la sœur de la victime présumée, ce qu'il a également nié. Une nouvelle audience est fixée au 26 mai prochain. On termine avec du football, cette fois sur le terrain. Ligue européenne des champions après une très bonne première période et l'ouverture du score de Marquinhos. Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec lors de la demi-finale aller au Parc des Princes hier face à Manchester City. Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez ont inscrit les 2 buts de Manchester City. Score final 2-1, match retour dans une semaine. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à vous. Voilà, il aime bien qu'on termine avec le sport, même si son équipe n'en fait pas partie. Merci à Régis pour l'actualité dans Matin Bonheur. 2e heure de cette émission, donc, avec des sujets, avec des échanges. On parlera d'abord nutrition en compagnie de, bien sûr, le docteur Yves Blanchard-Envaux, avec les additifs alimentaires. Ce sera pour cette première partie. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Alors aujourd'hui, on va évoquer les additifs alimentaires. Oui. Pourquoi un tel sujet? Alors aujourd'hui, nous parlons de l'additif alimentaire parce qu'il faut éclairer l'opinion publique, il faut éclairer un peu les consommateurs sur les aliments qu'ils mangent. Il faut qu'ils sachent au moins qu'est-ce qui rentre dans la fabrication de ces aliments. Parce que souvent, nous voyons sur les emballages des écrits, mais nous ne maîtrisons pas au juste qu'est-ce qui rentre dans la fabrication de nos aliments. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, l'occasion est donnée d'expliquer un peu les uns les autres les différents éléments, les différents ingrédients qui rentrent dans la fabrication des aliments industriels que nous avons. Et ces écrits, ce sont des noms techniques, scientifiques, ce sont des chiffres? Bon, ce sont des abrégés comme des chiffres. Des abrégés aussi, oui. Alors, donc, on peut aller un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'on appelle additif alimentaire? Alors, il faut dire qu'un additif alimentaire est un produit qui est ajouté au produit principal pour améliorer sa qualité. Et aussi sa qualité est marchande, mais aussi souvent prolonger sa durée de conservation. Okay. C'est comme par exemple au village, quand la mémé fait son aquamona, il y a un petit parfum. Vous voyez un peu, donc, par exemple, vous verrez par exemple les arômes, on reviendra là-dessus. Ou bien par exemple, pour passer d'une saison à une autre. Par exemple, on a du gombo frais, mais comme on sait qu'il y a un temps où il y a une pénurie de gombo, donc les parents au village, ils font sécher. Donc on fait un séchage pour maintenir ou bien pour prolonger la durée de conservation des aliments. Donc c'est la même chose. En technologie moderne, au lieu de sécher, alors on ajoute des ingrédients comme des conservateurs pour maintenir, pour prolonger la durée de conservation de l'aliment et le garder sain. Donc on apporte ces différents additifs à un aliment selon l'élément qui a été apporté. Alors, soit c'est pour améliorer la durée de conservation, soit c'est pour améliorer le goût. Voilà. Donc, il y a plusieurs objectifs selon chaque type d'additif apporté. Alors, donc, le pourquoi de l'utilisation de ces additifs-là, quels sont les différents types d'additifs que nous avons? Il existe plusieurs types d'additifs. Oui. Il existe plusieurs types d'additifs. Alors, on peut dire qu'il y en a ceux qui sont naturels et certains sont synthétiques. Voilà. Alors, donc, il y a des produits naturels, il y en a beaucoup, les cochenilles, les rouilles de cochenilles. Il y a aussi certains qui sont fabriqués. Voilà. Alors, ça, c'est dans la forme naturelle et forme synthétique. Maintenant, les différents types d'additifs, alors, il y en a plusieurs. Et chaque type d'additif est codé.
il y a un code. Lorsque, par exemple, vous prenez un produit sur lequel est marqué E100, la famille des E100 sont généralement des colorants. Généralement, c'est le colorant. C'est-à-dire que vous prenez un produit, vous voyez que le produit il est jaune, il est vert, il est bleu. Ce sont des additifs. Et chaque type de colorant a un code. On peut dire par exemple qu'on a les E, je pense qu'on a des notes des des E100. Par exemple, le E100, le E120, c'est le rouge de cochenille. C'est-à-dire qu'il existe dans les pays en Amérique un insecte qui a une queue rouge, voilà, une queue rouge. Voilà, et cet insecte, la queue a été utilisée, écrasée et purifiée, bien sûr. Il n'est pas toxique, utilisé dans la coloration des aliments. Donc ça, c'est les E100. Donc comme j'ai dit, il y a le E120, les rouges de cochenille. On a l'amarante qui a E123. Donc tout ce qui sera de la famille de E100, c'est des colorants. Okay. Donc, on prend pour colorer les aliments. Par exemple, au village, la tante, elle fait son gâteau. Elle ajoute du jaune. C'est quelle couleur? On ne sait pas trop, mais elle sait qu'elle ajoute pour faire son gâteau. Là, on en voit un peu partout, là, les différents beignets qu'on appelle jaune. Effectivement, nous avons ça. On a aussi au niveau des bonbons. Aujourd'hui, on a les bonbons de toutes les couleurs. Oui. Bleu, jaune, vert, on a toutes les couleurs de bonbons. Voilà, donc ça, ce sont les colorants. Donc, ces différents colorants sont de la famille des E100. E110, E120, E123, E125. Ça, c'est de E100 à E199. C'est la famille des colorants. Après la famille des colorants, on a la famille des conservateurs. Alors, la famille des conservateurs, quand on dit conservateurs, par exemple, nous avons du gombo frais et nous voulons, par exemple, exporter. Je vais faire mon business, je vais exporter, par exemple, les produits Touboucou vers l'Europe. Alors, comment conserver? On va dire, on peut faire des saumures. C'est-à-dire qu'on prend les gombo frais ou bien des aubergines, on met dans un pot. Alors, on va ajouter des conservateurs pour ne pas que les insectes, les lévures, les moisissures puissent attaquer le produit. Oui. Donc, on ajoute des conservateurs. Voilà, par exemple, c'est la vitamine C ou bien, par exemple, l'acide ascorbique ou bien, par exemple, du butyrate. Il y a plusieurs acides qu'on essaie. Généralement, ce sont des acides qu'on apporte pour conserver, pour rendre le milieu inaccessible ou bien pas propice au développement des micro-organismes. Donc, on apporte les conservateurs. Dans ce cas, un produit qui doit se détériorer en une semaine, vous allez voir que ça peut durer par exemple 3 à 6 mois. Et généralement, souvent sur les produits, on met la date de péremption. On peut le conserver sur 5 à 6 mois parce qu'on a ajouté des conservateurs. Tout ceci, c'est pour maintenir ou bien prolonger la durée de conservation du produit. Et comme son nom l'indique, conserver, bien sûr. On a aussi la famille des antioxydants, c'est la famille des E300. Lorsque vous voyez sur l'emballage, les différents chiffres, on code pour chaque élément. On a les E300. Les E300, par exemple, nous avons fabriqué par exemple un bonbon ou bien un biscuit. Et alors, on a la matière grasse, on a l'huile à l'intérieur. On sait que s'il y a l'oxygène dans et le biscuit, l'oxygène dans la matière, ça risque de s'oxyder. Souvent, on prend un biscuit, lorsque nous mangeons, nous voyons ça nous fait un peu un goût, un peu. Et là, voilà, c'est un peu ça. Alors on dit, ah, mais ce produit contient, en train de se rancir. On parle de se rancir. Donc, on apporte, par exemple, un antioxydant pour absorber l'oxygène, pour ne pas que l'oxygène puisse détruire, par exemple, et la matière grasse. Parce que si la matière grasse est grassée, ce n'est plus intéressant. Donc, on apporte des conservateurs. Ça, c'est la famille des E300. On a la famille des agents de texture, la famille des E400. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit produit, un petit gâteau, mais on ajoute, par exemple, de l'amidon. Oui. Pour le rendre un peu plus consistant, voilà, pour donner du volume. Tout ça, c'est la technologie. Comme il dit, on a les colorants, on a par exemple les conservateurs, mais on a des agents de texture qu'on apporte pour maintenir la forme ou bien par des anti-moussants, ou bien par exemple de l'amidon qu'on porte pour donner une certaine forme, voilà. Peut-être de la levure aussi pour faire... Non, pas la levure pour faire lever. Okay. C'est l'amidon, on apporte de l'amidon pour maintenir un peu la forme, voilà, le design que nous voulons apporter au produit. Voilà, pour qu'il reste, si on veut qu'il soit consistant, voilà, on apporte un peu ces types de conservateurs pour le maintenir. Là, c'est de la famille des E400. On a des anti-agglomérants, c'est-à-dire que lorsqu'on fabrique le produit, alors on a des produits qui se mélangent. Donc, on veut apporter des anti-agglomérants pour séparer tel élément de tel élément. Donc, c'est la famille des E500.
On a des exhausteurs de goût, c'est-à-dire que quand on met dedans, quand on met par exemple cet agent dans le produit, vous allez vous rendre compte que ça relève le goût. Lorsqu'on goûte, alors on sent vraiment que voilà, on peut apporter par exemple un peu de sel ou des épices, mais lorsqu'on ajoute ces éléments, alors ça fait ressortir le goût d'aliment. Ça, c'est les agents. Ça ne change pas littéralement? Non, généralement, non. Ce sont des études qui ont été faites là-dessus, ça ne change pas. On a des agents de sapidité, on a des arômes. Les arômes, c'est la famille de E800. Les E800, des arômes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous donner par exemple un arôme que vous allez sentir. Vous allez dire, mais ça c'est de l'orange, mais c'est de la banane, mais de la pomme. Aujourd'hui, avec la chimie alimentaire, on arrive à fabriquer un peu tout ceci. On peut fabriquer un produit, on prend de l'eau, on ajoute un peu de colorant ou bien un peu de sucre, on ajoute ces arômes. Alors quand vous allez sentir, vous allez dire, mais c'est le produit, c'est l'orange naturel. Non, ça c'est de la pamplemousse. Non, ça c'est effectivement avec de la chimie, généralement ce sont des aldéhydes. En chimie alimentaire, on fabrique ces arômes et tout est vendu en supermarché. Donc, vous pouvez créer votre aliment, vous pouvez créer votre produit selon la forme que vous voulez à votre produit. On a les édulcorants. Les édulcorants, c'est la famille des E900. Les E900, les édulcorants, ce sont des agents qui ont un goût sucré. Un goût sucré, mais souvent c'est 100 à 200 fois plus sucré que le sucre naturel. Voilà, il y a ce que nous avons, il y a ceux qui sont naturels et ceux qui sont synthétiques. Donc généralement, ce sont ce que nous avons souvent utilisé pour les diabétiques. Pour les personnes qui ont un problème de sucre, on apporte souvent des édulcorants qui utilisent pour remplacer le sucre. Généralement, ces aliments ne passent pas dans le sang. Ça donne un goût sucré sur la langue, mais généralement, ça ne passe pas dans le sang. Et ce sont des produits qui sont 200, 300, 4 fois, 500 fois même plus sucrés que le sucre naturel. On les appelle les édulcorants que nous avons. Oui. On a aussi des... Rapidement, je tiens à dire à nos téléspectateurs que nous sommes en train de décrypter comme ça les différentes catégories d'additifs alimentaires que nous avons. Voilà. Allons-y. Nous avons aussi des amidons modifiés. Alors, donc, on a tout un groupe de conservateurs. On a aussi la famille des E100, on parle E900, parfois on parle E1000. On va parfois, on a parfois E1000, c'est-à-dire que la technologie ne fait qu'avancer. On ne fait qu'avancer et on a toujours des produits pour améliorer un produit pour venir satisfaire à la clientèle. On a la famille des glaces aussi, ce que je vois sur mes notes ici. Oui, bien sûr. Oui. Le rôle? Ça donne la forme de la glace. Vous voyez un peu souvent, lorsqu'on fabrique par exemple une glace que nous avons, on peut laisser ça peut fondre, mais on peut apporter par exemple ces conservateurs, ces additifs alimentaires pour maintenir la forme. Et puis maintenir par exemple l'air qu'on nous souffle dans les glaces pour le maintenir la forme. Parce qu'on dirait par exemple que c'est un produit laitier, il peut fondre comme le lait. Mais lorsqu'on apporte par exemple ces additifs alimentaires, alors ça, vous voyez que la forme, ça forme la glace là. Donc, c'est un peu tous ces différents éléments qu'on apporte à chaque type d'aliment spécifique pour maintenir la qualité de l'aliment. Quand on parle des glaces, eh bien, ce ne sont pas des glaces alimentaires que nous avons, c'est surtout les glaces avec les différents parfums que nous avons dans différents endroits ici chez nous. Alors, on va revenir sur comment véritablement les reconnaître. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont vraiment pas au fait de ce genre d'informations. On a besoin de colorants, je veux la couleur jaune, je prends pour faire mes beignets et tout. Comment véritablement reconnaître ces additifs-là? Il y a l'attitude selon notre position. Soit nous sommes fabricants, voilà, soit nous sommes acheteurs. Nous sommes par exemple clients. Alors, si nous sommes fabricants, que nous aimerons et donner une certaine couleur à notre aliment, alors ça dépend du type d'aliment. Si par exemple c'est des gâteaux ou bien des beignets ou bien par exemple des bonbons ou bien des jus que nous avons, alors c'est la couleur qui va avec le produit. Alors on ne fera pas par exemple un jus de fruits de couleur noire, pas possible. Donc vous voyez un peu que c'est la couleur, par exemple, généralement c'est du jaune au rouge, un peu, voilà, passant par là. Les jus verts, ça existe, mais alors les fabricants choisissent généralement les couleurs selon l'image qu'ils veulent donner à leur produit. Pour le client, généralement, il doit prendre le produit et lire sur l'emballage, parce que généralement, c'est écrit sur l'emballage. Généralement, c'est écrit
Et chaque additif a ses caractéristiques parce que aujourd'hui, nous sommes clients, nous allons acheter ces différents additifs, mais il y a quelqu'un qui les fabrique. Oui. Il y a le fabricant. Donc, le fabricant, lui qui va fabriquer ces additifs alimentaires, donne les caractéristiques de son produit. Par exemple, chaque produit a sa dose qu'il faut apporter. Donc, l'utilisateur, le fabricant, doit tenir compte des caractéristiques de chaque additif alimentaire avant de l'utiliser. Par exemple, si on dit que ce produit il est toxique pour les enfants ou les personnes d'un certain poids, vous allez voir que le fabricant ne pourra pas utiliser ce produit pour la fabrication des petits bonbons pour les enfants. Donc, c'est selon les caractéristiques du fabricant que parce qu'il y a le fabricant d'additifs alimentaires et le fabricant qui va fabriquer le produit. Donc, ça dépend des caractéristiques que le fabricant de l'additif alimentaire a mis sur son additif. Lui, il tient compte de fabriquer son produit. Alors, il y a le conservateur, lui maintenant, qui doit tenir compte de la présence de ces différents additifs alimentaires sur le produit. Parce que, généralement, souvent, ce n'est pas écrit. Oui. Vous pouvez, par exemple, prendre un produit, on met, par exemple, E100. On met additif alimentaire. Certains vont dire colorant E100, antioxydant E300, et conservateur E200. Mais certains vont mettre simplement additif alimentaire 2 points. Ils mettent E100, ou bien E110, 220, 310, 450. Ils mettent tout. Sans les noms. Non, sans les noms. Mais vous ne pouvez pas dire que le fabricant n'a pas mis. Il a mis. À vous maintenant de savoir, par exemple, lorsque vous prenez un produit alimentaire, de savoir à quoi correspond le E100. Si, un exemple, vous avez des antécédents sur un colorant, oui. Un colorant, par exemple, vous avez remarqué un exemple que, une fois, il y a eu, par exemple, il a pris du bleu patenté V et que j'ai eu des tickets, donc généralement, je ne prends plus ce produit. Mais vous, peut-être que vous ne connaissez pas à quel code appartient le bleu patenté V, c'est un colorant. Oui. Donc, lorsque vous allez prendre, par exemple, le produit, vous voyez le chiffre. Alors, vous pouvez taper, vérifier à quoi correspond E110. Alors là, le nom sort. Tout est écrit. Vous prenez, lorsque vous allez sur l'Internet, vous prenez le code, sous c'est E100, E110, E120, E200, E300, E400, E500, E800. Quand vous allez taper, généralement, le produit sort. Voilà, l'additif, il sort. Pourquoi sont-ils perçus d'un mauvais œil, généralement? Alors, les conservateurs, généralement, comme je vous dis souvent, et là, c'est naturel, l'homme a toujours été comme ça, c'est-à-dire que un produit peut être là, et on le consomme pendant des années. Mais la seule fois où il va avoir des conséquences, oui. On dira que le produit n'est pas bon, alors que pendant des années, on l'a utilisé. Alors, pour les additifs alimentaires, il faut dire que de même qu'il y a des avantages pour le fabricant, il y a aussi des conséquences pour l'utilisateur. Avantages comme conséquences. Et généralement, le fabricant d'additifs alimentaires met les risques de type. Il met le risque de type, le risque de chaque type d'additif alimentaire. Par exemple, il peut dire par exemple que ce colorant, généralement, entraîne une hyperactivité. Par exemple, vous voyez les enfants, quand ils prennent les jeux, vous voyez, ils sont toujours chauds, oui. On dit, voilà, entraîne une hyperactivité. Et aujourd'hui même, on parle de l'hyperactivité, plutôt de l'attention chez l'enfant à l'école. C'est-à-dire que les enfants, quand ils vont à l'école, ils sont toujours en train, ils sont en bout en train, toujours en train de... Voilà, ils sont en cette hyperactivité. Donc, le fabricant dit, par exemple, que cet additif alimentaire que vous allez ajouter dans le produit, il entraîne une hyperactivité. Le fabricant dit, par exemple, que cet additif alimentaire que vous ajoutez, il met là-dessus, que vous ajoutez peut entraîner, par exemple, des urticaires. Il peut entraîner des urticaires. Le fabricant dit, cet additif alimentaire-là, il peut entraîner, par exemple, des troubles digestifs. Le fabricant met. Donc, chaque fois, quand il met, par exemple, il donne son additif alimentaire, il donne ce qu'on appelle la DJA. La DJA, c'est la dose journalière admissible. C'est-à-dire que la quantité de cet additif alimentaire que l'on peut prendre sans déclencher ces risques. Il y a des colorants, et lorsque vous prenez généralement ceux qui ont là, ils déclenchent leur asthme directement. Oui.
Voilà, ça déclenche l'asthme. Donc on demande par exemple d'où ça vient. Il a été asthmatique, mais il a maîtrisé depuis un temps, mais depuis hier, l'asthme a déclenché. Mais le fabricant dit que le colorant que vous allez mettre dans votre produit, là, il déclenche l'asthme. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, il y a certains risques liés à l'utilisation des additifs alimentaires. Il faut bien regarder les notices. Bien sûr, voilà. Et moi, j'invite ceux qui ont ces réactions, les asthmatiques ou bien ces différentes personnes-là, de remarquer les différents types de produits qu'ils ont consommés et puis il y a eu le déclenchement de leur crise. Et quand on remarque que après avoir pris ce produit, j'ai eu cette crise d'asthme, vous voyez que ce produit-là, vous l'identifiez. Si c'est du jaune, bien du bleu, bien du rouge que vous avez généralement, lorsque vous tapez, vous prenez le produit, vous vous rappelez la preuve. Lorsque vous allez en consultation, si vous avez par exemple des risques, par exemple des allergies, des crises, le médecin demande qu'est-ce que vous avez mangé la veille, qu'est-ce que vous avez touché la veille. Et souvent, vous dites, ah, j'ai pris par exemple ce bonbon avec cette couleur. Et alors, le médecin vérifie. La couleur verte, ah, il fait rentrer, vérifie. Ah, généralement que vous avez déclenché une crise suite à la consommation de tel aliment. Parce que, mais quand on se réfère par exemple à l'additif alimentaire, on se rend compte qu'il y a un risque. Le fabricant a dit qu'il y a un risque. Si vous dépassez cette zone, cette quantité, cette dose, si vous dépassez cette dose journalière, alors vous allez déclencher une crise. Donc, il y a des conséquences liées à l'excès. Mais il faut dire que vis-à-vis des additifs alimentaires, certains pays ont pris des dispositions. Des dispositions, oui. Ce n'est pas tous les additifs alimentaires qui sont acceptés dans tous les pays. Il y a certains additifs alimentaires qui sont interdits aux États-Unis. Certains additifs alimentaires sont interdits en France. Certains sont interdits en Europe. Donc, chaque pays, vis-à-vis des conséquences qu'ils ont eues, des réactions qu'ils ont eues, des réactions en chaîne qu'ils ont eues dans leur pays, alors certains pays ont essayé de réglementer. Alors, pour cet additif alimentaire, nous ne voulons pas ce type d'additif alimentaire dans notre produit. Si le fabricant de produit aimerait utiliser un additif alimentaire, alors on dit qu'il faut trouver un substitut. Ouais. Un substitut. Parce qu'ils ont remarqué que ce type d'additif alimentaire a entraîné des conséquences, des dégâts au niveau de la nation. Donc, ce n'est pas tous les additifs alimentaires qu'on peut utiliser dans tous les pays. Et si on en vient à la Côte d'Ivoire, vous qui êtes dans le domaine, c'est vrai que vous avez cité le colorant, le conservateur, on a la gomme à mâcher, on a les glaces et tout. Quels sont les additifs qui sont les plus utilisés, qui sont très courants dans notre quotidien? Généralement, il y en a tout. Généralement, c'est le colorant surtout. Le colorant ici, mais tout ceci ici est réglementé par ici, c'est ce qu'on appelle le Codex Alimentarius. Voilà, chaque pays a ce codex-là. Nous avons des grands documents de la réglementation qui permettent de justifier l'utilisation de chaque produit. En Côte d'Ivoire, nous avons ça au plateau. Quand vous allez trouver, il y a des grands documents qui sont là, qui vont réglementer l'utilisation de chaque produit. Par exemple, apporter du sucre à un aliment ou bien apporter des colorants ou des conservateurs, il y a des doses. Il y a des doses qu'on doit respecter. Voilà. Maintenant, si des contrôles sont faits, là, je ne sais pas, je ne peux vous le prouver ou bien non, mais l'utilisation des différents additifs sont réglementés par des codes, ce qu'on appelle le Codex Alimentarius. Maintenant, à savoir qui l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise dans le cadre de la réglementation normale, c'est-à-dire que les industriels l'utilisent normalement, ou bien dans l'informel, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fabrique ses jus à la maison, tout le monde fabrique ses gâteaux à la maison de manière informelle. On ne va pas aller, ou bien est-ce qu'on doit aller, par exemple, voir la dame qui fabrique, par exemple, ses jus de fruits à la maison. Faire des contrôles inopinés. Voilà, quelle quantité vous ajoutez pour, par exemple, 2 litres ou bien pour 5 litres de produit, quelle quantité de colorant vous apportez, ou bien pour 10 litres de produit, quelle quantité d'arôme ou bien quelle quantité d'édulcorant. Parce qu'aujourd'hui, on fabrique des jus de fruits à base d'édulcorant. Merci beaucoup. Etc. Docteur Yves Blanchard-Envaux, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, mais il est déjà l'heure, voilà. Nous devons changer donc de sujet et passer à notre invité. Merci, docteur. On rappelle que vous êtes nutritionniste. Avec vous, les additifs alimentaires. On sera encore avec vous jeudi prochain pour évoquer un autre sujet. Allez, chers téléspectateurs, la suite donc, ce sera
vaccin et Covid-19, on l'a dit, sujet brûlant et sujet d'actualité. Le professeur Ekra Kwadio Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Avec lui, c'est le vaccin et la Covid-19. Dans un premier temps, nous nous pencherons juste un petit moment sur la Covid. Petite piqûre de rappel donc pour tout le monde. Et ensuite, nous parlerons du vaccin. Eh bien, c'est un sujet qui crée beaucoup de débats à travers le monde et nous allons ouvrir aussi le débat ici pour approfondir nos connaissances sur cet état de fait juste après ce jingle. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Angevin. Bienvenue. Merci bien. Alors, avec vous, vaccin et Covid-19, sujet super important. C'est ça. C'est un sujet d'actualité. Sujet d'actualité. Alors, on l'a dit, dans un premier temps, on va parler un peu de la Covid. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la Covid? Petite piqûre de rappel pour nos téléspectateurs, parce que la maladie est bien réelle. Bien, la maladie est bien réelle. La Covid-19 est une maladie infectieuse due à un virus qu'on appelle SARS-CoV-2. Et ce virus a été détecté à la fin de l'année 2019. Et donc, durant toute l'année 2020 et maintenant, le monde entier fait face à cette pandémie. C'est donc cette pathologie infectieuse qui a touché plus de à peu près 150 millions de personnes à travers le monde, plus de 3 millions de décès à travers le monde. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes à plus de 45 000 cas et aussi aux environs 285 décès. Donc, c'est une maladie d'actualité qui continue de sévir à travers le monde, y compris la Côte d'Ivoire. Ce sont des chiffres alarmants où aujourd'hui on doit dire qu'il y a une baisse, donc on peut quand même continuer encore à lutter à travers toutes les actions mises en place par l'État de Côte d'Ivoire? Bien, en fait, les chiffres restent quand même préoccupants. Oui. Parce que tant qu'il y a toute la population n'est pas protégée contre cette pathologie et qu'il y a le virus circule, il peut toujours avoir des rebondissements. Vous avez entendu parler de première vague, deuxième vague, et aujourd'hui, des pays comme l'Inde font face à une vague assez importante avec près de 300 000 cas par jour, plus de 3 000 décès par jour. Et donc, vous voyez que nous sommes loin du compte dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et donc, c'est une préoccupation mondiale, une préoccupation nationale aussi en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Oui, n'empêche que les mesures barrières sont toujours d'actualité. Les mesures barrières sont d'actualité et c'est bien dommage de constater qu'aujourd'hui, quand vous sortez dans la rue, vous voyez que très peu de gens portent les masques, alors que, et aussi les dispositifs de lavage des mains qui ont été installés partout dans les services, dans les maisons, personne ne regarde, personne ne les utilise. C'est bien dommage. La maladie est bien là. Je pense qu'il faut revenir à ces bonnes pratiques qui d'ailleurs nous permettent aussi de lutter contre d'autres pathologies infectieuses. Oui. Donc se laver les mains, c'est une manière de lutter aussi contre toutes les maladies diarrhéiques. Donc revenons aux bonnes pratiques et ces pratiques-là, nous devons les pérenniser. Voilà, donc continuer à se laver les mains et continuer à porter le masque partout où on se trouve, surtout quand on se trouve dans un milieu confiné ou quand on se trouve dans un milieu où il y a du monde. Voilà qui est bien indiqué, on l'a dit, piqûre de rappel donc sur la Covid-19. Pour vous dire que cette pandémie est bel et bien réelle, il faudrait continuer avec les mesures barrières, que ce soit chez vous à la maison, que ce soit dans la rue ou même aussi dans les transports, même chez nous ici. Et oui, on poursuit avec les mesures barrières et on accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans cette lutte contre la Covid. Nous parlons maintenant du vaccin. On l'a dit, sujet à débat partout dans le monde. Nous ouvrons aussi le débat dans cette émission. Mais avant de revenir à vous, chers professeurs, les Ivoiriens s'interrogent sur les vaccins contre la Covid-19. On regarde. Quelles sont les séquelles qui arrivent après le vaccin? Parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup on poste des vidéos pour nous dire qu'après le vaccin, il y a des séquelles, il y a des maladies qui en suivent. Et sincèrement, j'aimerais qu'on nous éclaircisse. Est-ce que vraiment ce que les gens disent, après le vaccin, comment s'y prendre si on a des bobos? Où aller pour pouvoir trouver des solutions pour ce mal-là? Il n'y a plus qu'après le vaccin, il y a une maladie qui vient 1 an ou 2 ans après.
C'est pourquoi moi, je n'ai pas encore fait mon vaccin. Je voudrais savoir. Par rapport au vaccin, comme on voit beaucoup à la télé dans les choses étrangères qu'il y a des problèmes sur les vaccins, il y a des ceux qui utilisent les vaccins, il y a d'autres qui ont des maladies, il y a des symptômes qui viennent après. Est-ce que ceux qui sont en train de se vacciner, est-ce que ça n'a pas agi sur nous? Donc, on aimerait savoir quel est le bon vaccin qu'on doit utiliser pour vraiment être sûr. Pourquoi est-ce que, en Côte d'Ivoire par exemple ici, il y a une cible qui est destinée? Les gouvernants qui viennent avec ça, pourquoi est-ce qu'eux, à leur niveau déjà, tout le monde ne le fait pas pour assurer d'abord la population? Et puis c'est d'abord, on dit les fonctionnaires, les enseignants, les médecins, alors que les gouvernants eux-mêmes, bon, ce n'est pas une obligation pour eux. Moi, je n'ai pas fait le vaccin parce que je me dis que mon organisme peut ne pas accepter le vaccin. Voilà. Raison pour laquelle je n'ai pas fait le vaccin, j'ai préféré suivre, adopter les mesures, les précautions à prendre. Maintenant, je n'ai pas de questions, mais j'ai une suggestion. Je souhaiterais, si possible, si au lieu des vaccins, on pourrait transformer ces vaccins en comprimés comme les antirétroviraux. Voilà, eh bien, cette émission aujourd'hui, c'est vous qui allez la faire à travers vos différentes questions. Et je sais qu'il y a ces populations aussi à la maison qui se posent ces questions. Je vous ai vu sourire un temps soit peu parce qu'il y a tellement d'avis, on part dans tous les sens. Alors, je mets de côté mon questionnaire et on va aller avec les questions des populations. On va commencer par... on parle de séquelles après le vaccin. Bien, en fait, en termes de séquelles, même quand on parle de séquelles, c'est lorsque vous faites une maladie et qu'à la fin de la maladie, il y a quelque chose d'anormal qui reste de façon définitive. Par exemple, vous avez fait un accident, on essaie à une fracture et après, maintenant, il y a une mobilité qui est perdue. Donc, on dit ça, c'est les séquelles, par exemple, de votre accident que vous avez eu. Mais le vaccin, la seule séquelle que le vaccin laisse en vous, c'est les anticorps qu'il a produits pour vous permettre de vous protéger contre la maladie. Donc, il n'y a pas de séquelles en tant que telle. Pour avoir des séquelles, il faut avoir fait une maladie. Mais là, il n'y a pas eu de maladie. On vous a introduit juste un produit. Il faut que j'explique un peu à la population. Le vaccin, en fait, c'est un produit qu'on vous administre. Il s'agit donc du virus qui a été transformé, affaibli parfois, et qu'on vous injecte dans l'organisme. Et l'organisme va le reconnaître comme un élément étranger et produit ce qu'on appelle des anticorps. Les anticorps, c'est comme une armée qui se trouve dans votre corps. Et lorsque le vrai virus lui-même va rentrer une fois dans votre organisme, cette armée-là, ces anticorps, vont donc le neutraliser et c'est ça qui vous protège. Donc, on fait le vaccin pour que notre organisme puisse produire des anticorps pour se protéger. Voilà. Donc, il n'y a pas de séquelles en tant que tel. Maintenant, ce qu'il est temps de dire, en fait, ce que je comprends, c'est qu'après la vaccination, il y a ce qu'on appelle les effets secondaires. Mais les effets secondaires, c'est lié à tout produit. Même quand vous prenez un médicament comme le paludisme, vous avez des effets secondaires. Et tout un antibiotique, il y a des effets secondaires. Donc, le vaccin aussi peut produire des effets secondaires. Mais c'est des effets secondaires qui sont connus. En ce qui concerne le vaccin que nous utilisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les effets secondaires, c'est des fois quelques céphalées, des douleurs au point d'injection, ça peut être aussi de la fatigue. Mais tout ça, c'est lié au fait que lorsque l'organisme réagit, ça se traduit soit par des maux de tête, par de la fatigue, par de la fièvre, et c'est ce qu'on ressent. Mais ça dure à peu près 2 ou 3 jours, et c'est juste quelque chose de transitoire, et ça se passe bien. Et même si vous avez envie de prendre quelque chose, c'est juste du paracétamol, par exemple, ou de l'aspirine, ça peut permettre donc d'atténuer les signes. Mais la plupart des gens qui font les vaccins ne ressentent rien. Voilà. Dans notre série, ceux que nous avons suivis depuis que nous vaccinons, nous avons à peu près 300 personnes qui se sont plaints d'avoir quelques symptômes, ces symptômes-là, que nous appelons effets secondaires mineurs.
effets secondaires mineurs parce que ça ne dure que quelques heures, quelques jours et c'est donc très passager. Merci pour toutes ces précisions. On ajoute que la Côte d'Ivoire, depuis peu, a reçu des milliers de doses de vaccins d'AstraZeneca, donc le vaccin d'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. On continue avec les questions de nos téléspectateurs. On a vu un qui a évoqué une maladie qui survient 1 an ou 2 ans après. Bon, depuis, on a commencé à vacciner il y a à peine 4 mois. Oui. C'est en fin décembre qu'on a commencé à vacciner. Donc, quel est le recul qu'on a pour dire qu'une maladie va survenir dans 1 an ou 2 ans? Que des rumeurs. Voilà, que des rumeurs. Si on avait vacciné il y a depuis 5 ans, 6 ans qu'on vaccine, on aurait du recul pour dire que quand on vaccine, 1 an, 2 ans après, on développe une maladie. Mais là, on vient de vacciner. Il y a à peine 4 mois qu'on a commencé même en Europe. Donc, on n'a pas de recul pour dire que dans 1 an ou 2, il y aura une maladie. Et ce que je voudrais rassurer la population que ces vaccins sont fabriqués avec les mêmes techniques qu'on connaît pour les vaccins qu'on nous administre tous les jours. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ces vaccins-là aient un comportement autre que les autres. Il peut y avoir peut-être quelques effets secondaires qu'on n'a pas encore, qu'on appelle détectés. On a parlé, je rebondis même sur la question de la thrombose. Oui. Voilà, on a parlé de thrombose. Ça, c'est des effets secondaires qui sont apparus dans la généralisation, dans l'utilisation à grande échelle donc, du vaccin. Mais ce sont des effets secondaires qui peuvent aussi apparaître dans une population normale. Voilà, ce n'est pas une maladie qui est créée par la COVID-19. C'est une maladie qui existe déjà. Même des personnes qui se mettent sous contraceptif, par exemple, certaines personnes peuvent être à risque, par exemple, de faire des thromboses. Donc ça, c'est connu. Donc les études même ont montré qu'il n'y a pas eu plus de thromboses dans la population de vaccinés que dans la population normale qui ne s'est pas vaccinée. Voilà, donc c'est des événements qui peuvent arriver. Aujourd'hui, vous pouvez faire votre vaccination et puis le lendemain, par un palu. Est-ce que vous allez dire que c'est le vaccin qui est à l'origine du palu? Voilà. Donc, ce sont des coïncidences qu'on attribue des fois au vaccin à tort. Voilà. Et chaque fois, mais dans le cas de la vaccination, puisque un vaccin il est fait pour protéger, chaque fois qu'il y a un événement nouveau, on essaie d'investiguer et de voir le rôle réel du vaccin. Mais dans la plupart du cas, on se rend compte que ce sont de simples coïncidences. C'est tout un processus qui est mis en place, voilà. Vraiment, avant de parler de vaccin. Que diriez-vous à ces personnes qui disent comme ça, je préfère poursuivre avec les mesures barrières, moi je ne veux pas me vacciner, comme l'a indiqué la dame tout à l'heure? Bon, la dame, d'ailleurs, elle ne porte pas de masque. Elle ne porte pas de masque. Je ne pense pas que ce soit lors de qu'on appelle de l'enregistrement qu'elle ait enlevé le masque. Je suis persuadé qu'elle ne porte pas de masque. Parce qu'on se connaît et on sait que la plupart des Ivoiriens ne portent pas de masque. Je lui conseille de se vacciner. En fait, tous ceux qui, aujourd'hui, font beaucoup de théories sur le vaccin, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un proche qui a été atteint de Covid et qui en est sorti avec des séquelles. Ça, c'est les vraies séquelles de foie respiratoire. Ou même qui sont décédés. Des fois, il y a des tragédies, puisque c'est une maladie contagieuse. Lorsque un parent a ça dans la famille, il contamine le fils, la femme, tout le monde est contaminé dans la maison et on peut déplorer peut-être 2 ou 3 décès dans une famille. Donc quand ça arrive, c'est vraiment une tragédie dans les familles. Et moi, j'attire l'attention de tous ceux qui sont aujourd'hui réticents d'aller se faire vacciner. Moi-même qui vous parle, je suis vacciné. Je peux vous montrer mon carnet de vaccination. Oui, allons-y, on montre. Si on peut même zoomer, vous allez voir que c'est mon nom. Je suis vacciné. Je suis fait vacciner le premier jour, lors du lancement de cette campagne de vaccination au Palais des Sports par le Premier ministre Patrick Achi, qui lui-même s'est fait vacciner et d'autres ministres se sont fait vacciner. Je rebondis sur le fait que certains disent, bon, mais il faut que nos autorités donnent l'exemple. Oui. Mais je pense qu'on ne va pas passer toutes les autorités à la télévision pour montrer qu'ils se vaccinent. Mais toutes les autorités se vaccinent, se sont même vaccinées, des fois avec même leur famille. Oui. Voilà, donc il y a eu, moi je pense que quand on a vu le Premier ministre se faire vacciner, c'est déjà quelque chose qui doit attirer l'attention de tout le monde, de tout un chacun, que c'est quand même un engagement ferme de l'État de Côte d'Ivoire de protéger la population ivoirienne par la vaccination.
En tout cas, merci beaucoup à vous, professeur, pour ces quelques questions de nos téléspectateurs. On poursuit donc et on reste sur le vaccin contre la COVID-19. Vous pouvez le dire aux Ivoiriens aujourd'hui. Pourquoi doit-on faire le vaccin contre la COVID? Pourquoi faire le vaccin? Parce que la maladie sévit. La maladie sévit et on a les mesures barrières. Est-ce qu'on va demeurer indéfiniment avec ces mesures barrières? C'est-à-dire que notamment le masque. Oui. Les mesures barrières en ce qui concerne le lavage de mains, moi j'aimerais que ça se pérennise parce que ça permet de lutter contre d'autres maladies. Mais on ne va pas continuer à se masquer tout le temps. Voilà. Donc à un moment donné, il faut qu'on en finisse avec. Et pour en finir avec, celui que nous avons, qui est le complément et qui est l'élément le plus important, c'est la vaccination. On a vu aujourd'hui que la vaccination a permis, par exemple, d'éliminer des maladies comme la rougeole. On n'entend pratiquement plus parler d'épidémie de rougeole. Et la poliomyélite avec les paralysies des enfants, on n'en voit plus. Voilà. Et donc, il y a bien de maladies qui ont été maîtrisées par la vaccination. Et la COVID-19 aussi va être maîtrisée par la vaccination. Ça, c'est certain. Vous avez vu un peu l'engouement qu'il y a dans les pays européens. Oui. Là-bas, vous voyez, on a deux situations différentes. En Afrique, nous sommes en train, et surtout en Côte d'Ivoire, disons en Côte d'Ivoire où je suis, je vois passer tout dans les réseaux sociaux, on se pose 1000 questions. Voilà. Et on refuse le vaccin parce que c'est ceci, cela. Parce que vous avez reçu sur votre WhatsApp quelqu'un qui vous a envoyé un message que vous ne connaissez d'ailleurs pas. Voilà, il peut se mettre dans sa petite maison et puis concocter quelque chose, il vous balance pour vous dire, bon, mais ne vous vaccinez pas, ça va vous donner une maladie dans 1 an, dans 2 ans, ainsi de suite. Et puis, vous croyez à ça, vous ne vous vaccinez pas. Mais en Europe, c'est différent. Aujourd'hui, la lutte, c'est comment faire pour que tout le monde ait accès à la vaccination. Vous voyez qu'il y a même l'Union européenne qui compte traduire AstraZeneca en justice, parce qu'ils n'ont pas pu respecter les délais de livraison des vaccins. Parce que là-bas, tout le monde demande les vaccins. C'est vrai qu'il y a des groupes antisociaux, mais la majorité des gens comprend maintenant que c'est par la vaccination qu'on va sortir de cette maladie. Vous avez vu certains pays comme Israël qui ont beaucoup vacciné. Aujourd'hui, ils sont en train de déconfiner. Les États-Unis qui ont vacciné depuis que le nouveau président est là, commencent à prendre des mesures. Ceux-mêmes qui se sont vaccinés peuvent maintenant sortir sans masque. Ça a été dit, vous avez tous entendu à la télévision. Donc, on va nécessairement arriver par la vaccination. Donc, j'invite nos frères ivoiriens à adhérer à cette campagne de vaccination qui est menée aujourd'hui. Je ne pense pas que nous, ayant été formés par l'État de Côte d'Ivoire à grands frais, oui, que nous soyons, que notre rôle, c'est d'aller prendre des produits de mauvaise qualité ou des mauvais vaccins pour venir vacciner des Ivoiriens pour les éliminer. Ce n'est pas notre rôle. Moi, je suis médecin avant tout. Voilà, le médecin, son rôle, c'est de protéger, c'est de guérir. Et c'est ce que nous essayons de faire. Que les Ivoiriens fassent confiance à leurs frères qui travaillent, le ministère de la Santé, à l'État de Côte d'Ivoire, et même aux techniciens aussi qui sont sur le terrain et qui travaillent dans le cadre de la lutte contre la maladie. C'est en même temps un appel qu'on lance à toutes les populations. Allez, on va donc poursuivre. Quelles sont les personnes, on va dire, prioritaires au vaccin de la COVID-19 en Côte d'Ivoire? Bon, initialement, dans le cadre de la campagne, nous avons défini des cibles prioritaires. C'était le personnel de santé, les agents des forces de défense et de sécurité et les enseignants. Et cette stratégie a évolué. Voilà. Et notre stratégie aujourd'hui, c'est de vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans. Voilà. Donc, toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent aller dans les sites de vaccination sur l'ensemble de la ville d'Abidjan. Et nous avons même démarré la campagne de vaccination à l'intérieur du pays. Et donc, les gens peuvent aller dans les sites de vaccination pour se faire vacciner. La Côte d'Ivoire a reçu 504 000 doses du vaccin AstraZeneca de l'initiative COVAX et 50 000 doses aussi du même vaccin AstraZeneca de la coopération indienne. Et c'est donc 554 000 doses que nous disposons, qu'aujourd'hui nous administrons dans les centres de vaccination
je l'ai dit. Il y a une intensification qui a commencé depuis hier sur la ville d'Abidjan, multipliant les équipes. Nous allons faire des stratégies de proximité, aller dans les gares, pour que les gens qui ont envie de se faire vacciner ne fassent pas de grandes distances pour aller se faire vacciner. Et même leur expliquer aussi. Et leur expliquer en même temps que nous sommes sur le terrain, leur expliquer le bien fondé de se faire vacciner. Alors, permettez qu'on puisse rapidement revenir sur les effets secondaires qu'on a évoqués à l'entame de ces échanges. Quel est le protocole à suivre lorsqu'on a ces effets secondaires, surtout quand la personne vaccinée est déjà rentrée à la maison? Oui, vous pouvez appeler le SAMU. D'ailleurs, je vous dis comment la vaccination se fait. Allons-y. Lorsque vous arrivez dans le centre de vaccination, vous êtes enregistré. Ensuite, vous passez au poste de vaccination. Après le poste de vaccination, on vous donne un carnet de vaccination comme celui que je viens de vous présenter et on vous met en observation pendant 15 minutes sous surveillance médicale. Voilà. Et tout ça, c'est fait en sorte pour rassurer la population qui va se faire vacciner. Donc, au bout de 15 minutes, si vous n'avez pas de problème, on vous libère. Mais ça, on l'a fait aussi parce que la plupart du temps, lorsque vous faites une vaccination, qu'il doit avoir des effets, c'est dans les minutes qui suivent. Soit vous avez une allergie, et donc l'allergie se déclenche. Et donc, on a des médecins avec un minimum d'équipement pour vous prendre en charge immédiatement. Bon, j'avoue que depuis que nous avons commencé, on n'a pas eu de cas graves. Voilà. Et donc, et aussi, on sait aussi que lorsque les gens viennent de se vacciner, ils ont tellement peur. Compte tenu de tout ce qui a été dit, ils ont peur et donc nous avons pris la précaution d'avoir des médecins pour rassurer. Et si quelqu'un, par exemple, fait un petit vertige, on le soulage immédiatement et puis il s'en va à la maison. On a eu des cas, effectivement, de vertige et tout, ils ont été soulagés. Eux-mêmes, en rentrant, ils étaient souriants. Voilà. Donc, on les prend en charge immédiatement. Mais si ce n'est pas le cas que, disons, immédiat et que vous rentrez chez vous à la maison, que vous avez des symptômes, vous pouvez appeler le SAMU, vous pouvez appeler le 143, notamment le numéro vert du ministère de la Santé, ou vous rendre directement dans un centre de santé. Le personnel de santé est outillé pour vous prendre en charge. Voilà. Donc vous allez dans un centre de santé et vous expliquez, on vous prendra en charge. Bien sûr. Alors, on espère peut-être qu'il n'y aura pas on va dire, d'embouteillage téléphonique. Le SAMU seul peut gérer... Oui, peut gérer. Et donc, comme je l'ai dit, vous allez soit au SAMU ou vous allez dans un hôpital. Le plus proche. Si vous avez un symptôme, des effets secondaires, c'est comme si vous avez une petite maladie. Donc, ça peut se prendre en charge par un autre médecin. Bien sûr. Alors, voilà. Vous avez dit que les personnes qui viennent, on les rassure, on leur parle tranquillement du vaccin pour leur dire qu'il n'y a aucun souci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions au préalable à avoir, surtout pour la personne qui vient se faire vacciner? Par exemple, aller à jeun? Non, c'est plutôt manger avec des parties. C'est plutôt manger aussi. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas aller à jeun, aller faire une hypoglycémie et dire que c'est le vaccin qui a été à l'origine. Manger tranquillement parce que le vaccin, pour faire un vaccin, il n'y a pas de disposition particulière à prendre. Il faut bien manger. Seulement, il ne faut pas être en train de faire une maladie. Par exemple, si vous avez une fièvre importante, ce n'est pas la peine d'aller faire le vaccin. Mieux vaut aller voir le médecin, vous traiter peut-être pour le palu ou pour d'autres pathologies. Avant, lorsque vous vous portez bien, c'est en ce moment que vous allez faire le vaccin. Alors, avant de terminer cette émission, il nous reste juste 3 minutes. Quel bilan aujourd'hui peut-on dresser de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire? Bon, nous avons vacciné à ce jour au total, le nombre de doses que nous avons administrées, c'est 132 434. Mais ce qui nous intéresse, c'est les premières doses. Les premières doses, cela veut dire, c'est ceux qui ont accepté de venir au moins dans un centre pour avoir leur première dose de vaccin. Nous sommes aujourd'hui à 111 694. Vous voyez qu'il y a quand même une forte adhésion de la population. C'est à 111 000 personnes qui font confiance au vaccin. Mais pourquoi pas vous? Pourquoi pas ceux qu'on a interrogés tout à l'heure, pourquoi pas eux, de faire confiance à ce vaccin pour se protéger et protéger leur famille? Voilà. Plus de 25 millions d'habitants. Voilà. Non, mais c'est parce que je pense que dans cette stratégie, on va de façon progressive. Il y a eu tellement de choses qui ont précédé la vaccination qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Moi, à 111 000 personnes qui ont eu déjà leur première dose, il y a plus de 20 000 personnes qui ont eu leur deuxième dose. Je pense que c'est déjà quelque chose de positif. Oui. Et sur la totalité de ceux qui ont vacciné, il n'y a pas eu d'effet secondaire grave. Voilà. Donc, on peut continuer à vacciner. On peut donner l'assurance aux Ivoiriens
qu'il y a des gens déjà qui les ont précédés, qui ont déjà eu leur vaccin, qui se portent bien, comme moi qui suis devant vous, qui a eu tous mes vaccins et qui me portent bien. Voilà, donc c'est un exemple et qu'ils peuvent se vacciner. Donc l'adhésion, elle est progressive. Je pense que les premières personnes, celles même qui se sont vaccinées, 111 000 personnes, vont aussi passer le message autour d'eux pour dire, mais attends, on nous a expliqué des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je me suis vacciné, je me porte bien. Voilà. Il y a le fait aussi que vous nous invitez sur ce plateau pour parler de vaccins, pour sensibiliser les Ivoiriens, pour les rassurer, pour dire qu'il y a des médecins, il y a des gens, des spécialistes qui ne font que ça, qui travaillent sur ce qu'on appelle cette vaccination contre la COVID-19 et qu'on veille à ce que tout se passe bien. Ne pensez pas que, en tout cas, que les vaccins sont arrivés comme ça, par accident. En Côte d'Ivoire, on est allé prendre un matin, on le fait. Non, il y a un travail préparatoire. On a mis près de 4 mois à préparer. L'État a fait une soumission. Toute une étude. Et ensuite, les vaccins qui sont livrés passent par le biais de l'UNICEF qui nous livre tous les autres vaccins que nous administrons aux enfants. Voilà, donc c'est vraiment, il y a tout le dispositif de sécurité qui est mis en place. Il y a même l'autorité de régulation de l'activité pharmaceutique qui a donné une autorisation avant que ce vaccin ne rentre en Côte d'Ivoire. Donc cela veut dire qu'il y a un contrôle qui est fait. Il y a tout un dispositif qui est là, qui est mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, mais peut-être qu'il n'est pas suffisamment diffusé. Mais sachez que derrière cette vaccination, il y a toute une équipe qui travaille. Bien sûr, toute une équipe qui travaille. Et l'État de Côte d'Ivoire et aussi ses partenaires, l'OMS et bien sûr toutes les organisations. Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est que la vaccination est bien réelle en Côte d'Ivoire. Faites-vous vacciner pour lutter contre la COVID-19. À travers vous, eh bien, on salue le ministère de la Santé. Merci, bien sûr. Merci, M. Angeval. Merci pour votre invitation. Eh bien, c'est nous sommes quand même ce média qui vous permet d'avoir toutes les informations sur tout ce qui se passe dans notre pays. Merci à Jacques Brou qui a réalisé cette émission avec une belle équipe qui l'accompagne. On espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Demain, on sera encore là pour terminer la semaine et ce sera le week-end. Allez, Dieu vous garde, au revoir.